Ok. Bonjour. Donc, c'est une table ronde rentrée, hein, si vous voulez. Après, vous n'êtes pas obligé, mais... demi-improvisée, c'est-à-dire qu'il y en a une qui sait exactement de quoi elle parle, et moi je vais faire le débile naïf, enfin le débile non, c'est pas bien de dire ça, je vais faire le biologiste naïf, biologiste c'est ma formation, naïf qui comprend rien, et il y a des trucs que je comprends, parce que je vais dire des bêtises, mais c'est une posture que je prends, je suis pas vraiment aussi bête que ça en vrai. Donc c'est pour animer le débat avec Alice, qui est donc doctorante en philosophie des sciences, et qui va aborder les idées reçues en physique quantique, et... moi, en tant que bon biologiste de base, la première idée reçue que j'ai, c'est que... Alors, l'idée qu'Alice a, c'est que ça soit interactif, donc chacun puisse poser les questions. Vous levez la main dès que vous avez une question. Moi, je passerai avec un micro, il n'y a pas de souci. Mais moi, le premier truc que j'ai, c'est qu'en fait, globalement, en physique quantique, c'est un mot, il y a un peu plein de trucs dedans, et en réalité, il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est, et même les physiciens quantiques ont un peu de mal à le définir. Alors, les physiciens quantiques n'ont pas de mal à le définir. Si tu avais vu ma conférence plus tôt, tu le saurais. Voilà. Ça commence bien. Moi, je viens là pour rendre service. Hein. Pardon. Non. Mais effectivement, c'est vrai que justement, c'est pour ça que ça m'intéressait de voir un peu comment spontanément vous voyez les choses, et du coup de prendre note de là, si je vous dis quantique, vos associations de pensée, à quoi ça vous fait penser? Attendez, je passe. On fait un truc interactif. Ordinateur quantique. Patch quantique. Patch? Oui, les patchs. Physique des particules, spin, toutes ces choses-là. Je vais parler au nom de mon père. Il aurait dit théorie des cordes. Ah oui, d'accord, donc ça brasse large. Et oui. La mémoire de l'eau. Tu sors. Ah non, tu restes. C'est toi qu'on veut. On ne dira pas le nom de la personne qui a fait ce commentaire, mais voilà. Non, mais justement, c'est ça que je veux. En fait, je veux tester les associations culturelles qu'on a par rapport au mot quantique, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours quand on entend ce mot, à quoi on pense immédiatement, à quoi on l'associe? Du coup, tu fais quoi? Tu le fais dans l'ordre des points qui ont été... Hop. Pardon, c'est quoi? Juste le répéter pour la caméra? Non, pour l'enregistrement. Nouvelle loi de la physique. L'infinitésimant en petit et grand. Monde multiple. On a 1 heure, c'est ça? J'essaie de... Pardon? L'imprécation. Voilà. Ok, cool. En fait, c'est plutôt positif parce que finalement, il y a pas mal de ces concepts qui sont plutôt correctement associés à la physique quantique. Déjà, il n'y a personne qui m'a parlé d'ondes ou de... Oui, chakra, merci. Non, mais de vibrations. On parle de vibrations. Des vibrations, ouais, oui, ou des choses qui ont... ou alors, je ne sais pas moi, de... statistiques, non, je sais pas, mais en tout cas de choses qui ont pas forcément un rapport direct avec le caractère quantique, quoi. Tu veux dire avec le caractère probabiliste Ben ça, on peut en parler, mais pas tout de suite. Oui, si ça te va. Non. Mais je peux le noter par contre. Ok. Du coup, il y a des choses qui sont plus technologiques. Je sais pas ce que c'est un patch quantique. Mais ça existe? Oui, mais c'est de la pseudoscience. C'est de la pseudoscience. Qu'est-ce que c'est en particulier? Tu pourrais expliquer? Ouais. Je te file juste le micro parce que comme les voix sont enregistrées pour la retransmission, sinon on n'entend pas. C'était un peu une blague parce qu'en fait c'est un patch... c'est une escroquerie qui a été montée pour vendre des patchs qui harmonisent les chakras et les ondes vibratoires et tout le bordel. Ça. Voilà. C'était une blague. Et c'est un peu comme les bracelets. Oui, Ils c'est sont ça, allumés, pareil. Ouais. Merci. C'est un peu comme les bracelets pour l'équilibre et tout ça, là. C'est ça, c'est un business. Ouais, c'est des bracelets avec des pierres ou des trucs comme ça? Non, même pas, c'était un bracelet en plastique avec un machin qui brille au milieu, puis on me disait que si t'avais ça, tu te cassais moins la gueule. Waouh, oh, je veux ça. Ça marchait pas du tout. Oh merde, ce serait si bien. Ok, mais du coup, alors, ordinateur quantique, c'est un vrai truc. Qu'est-ce que c'est? C'est une manière de calculer qui n'est pas plus intéressante que
la façon de fonctionner d'un ordinateur normal, sauf pour des tâches très précises, qui sont en fait des tâches où il faut... essentiellement, c'est des tâches où il faut avoir une force brute de travail. Et par exemple, la décomposition de grands nombres en facteurs de nombres premiers. Bon, voilà, c'est des trucs très... genre, il faut tester toutes les possibilités, machin. Et ça, ça pourrait être pas du tout intéressant, sauf qu'en fait, c'est avec ça que sont faits les algorithmes de... Exactement. Wow. Et donc en fait, on l'a pas entendu. Donc, les algorithmes de cryptographie, merci. Et donc, ce que ça voudrait dire, c'est qu'on a des algorithmes qui ont été créés en partant du principe qu'on pouvait construire des ordinateurs quantiques. J'expliquerai peut-être après ce que c'est, si vous voulez. Qui, s'ils arrivent à être implémentés, permettrait de décoder tout, en fait, devrait révolutionner complètement le système d'encodage qu'on a, de cryptographie qu'on a, ou alors ce serait formidable parce que du coup ça voudrait dire qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, les banques, les secrets des gouvernements, etc., et que tout le monde est transparent, et donc ça veut dire qu'on doit réinventer le monde. Et moi je préfère cette option-là. J'ai une question, Alice. Est-ce que tout le monde est au courant sur les principes de base de la physique quantique, ou comment on est une base commune des principes? Parce que moi, par exemple, je ne suis pas sûr de bien maîtriser la définition la plus simple de ce que ça implique. Juste si tu peux faire en 3 minutes, qu'on se mette d'accord sur le truc, quoi. Donc en fait, ce qui est quantique, c'est ce qui a 4 caractéristiques de bizarrerie. Donc il y a une première caractéristique qui est la discrétude, à défaut de la discrétion. C'est le fait que, en fait, quelque chose qui est discret, c'est l'inverse de quelque chose qui est continu. Donc quelque chose qui est continu, on peut le couper. Si on prend un couteau, on peut le couper à l'infini, quoi. Par exemple, si on pense à un gâteau, on sait qu'on peut le couper en 4, mais aussi en 16. Et puis si ensuite on est 22, on le coupe en 22. Et donc voilà, a priori, on peut penser qu'on peut le couper à l'infini. Et quelque chose qui est discret, en fait, c'est qu'on va couper, et puis il y a un moment, en fait, comme c'est composé d'espèces de petits grains, finalement, on va plus couper, on va juste séparer les grains, quoi. Et donc il y a cette idée de que les choses soient faites de petits grains, et c'est de là que ça vient le mot quantique. En fait, ça vient des quanta, qui sont donc les petits grains de lumière ou de rayonnement. Donc ça remonte à l'année 1900. Et c'est la façon dont les corps rayonnent, en fait, c'est par petits grains. Voilà. Donc il y a cet aspect discret qu'on retrouve partout. Donc après, tout l'essentiel du travail de la physique quantique, ça a été de tout discrétiser, même l'espace-temps. Bon, ça, c'est pas encore certain. Il y a un deuxième aspect qui a certaines propriétés qui sont incompatibles. Par exemple, on ne peut pas mesurer ou bien calculer à la fois la vitesse et la position de quelque chose, d'un objet quantique. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il y a une troisième propriété qui est le fait qu'il y a, et ça rejoint ce que tu disais sur les choses probabilistes, qu'il y a un hasard qui se manifeste quand on prend des mesures. En fait, la théorie prédit différentes possibilités à chaque fois, ce qui peut se passer, et avec certaines probabilités associées à chaque possibilité. Et ensuite, quand on va faire une expérience, même si on avait prédit toutes les possibilités, on ne peut jamais savoir c'est laquelle des possibilités qui va être réalisée, et on ne comprend pas du tout pourquoi c'est celle-là, ni comment elle va se réaliser. Donc en gros, tu dis, je mesure un truc, ça va tomber quelque part par là, mais tu ne sais pas où, et ça tombe effectivement quelque part par là, mais tu ne sais pas où. Ouais, et donc tu ça sais marche que plutôt bien, en fait. Que ça peut tomber... Mais ouais, ça marche. C'est-à-dire... donc si tu dis quelque part par là, en fait, c'est un truc continu. Mais genre, par exemple, si tu prends... par exemple, je vais mesurer si un truc, il est de type oui ou non, genre rouge ou bleu. Et tu sais que dans la moitié des cas, il va être rouge, et dans la moitié des cas, il va être bleu. Mais à l'avance, tu peux pas savoir ce que ça va donner. Et donc, en fait, si tu veux appliquer ça, il y a tu dois prendre en compte que tu ne pourras pas savoir rien d'autre que sur une grande quantité de trucs rouges et bleus. Genre, si tu veux faire un appareil qui marche à partir de tes trucs quantiques, tu es obligé d'en prendre plein, parce que c'est que là que tu auras une prédictibilité sur le fonctionnement de ton appareil. Sinon, tu ne pourras pas savoir si tu prends juste un machin qui peut soit rouge, soit bleu, tu ne sauras jamais s'il va se retrouver rouge ou bleu. Du
coup, j'ai une question de biologiste Ouais. bizarre. Est-ce que le fait que tu fasses ta mesure, ça a une incidence sur l'état du machin que tu mesures? Oui. Alors en fait, donc il y a moyen de montrer que l'état en fait, donc ça c'est le 4e point, qui est donc la contextualité, et qui est en fait le fait de dire on ne peut pas attribuer les résultats d'une mesure à un état précédent. Et ça, il y a moyen de le prouver mathématiquement et expérimentalement. Mathématiquement, ça s'appelle le théorème de Cauchy-Specker. Expérimentalement, il y a une preuve un peu faible il y a assez longtemps. Il y a une preuve très très nickel en 2022. Donc voilà. Je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est juste celle-là que je connais, quoi. Et donc, effectivement, et c'est lié au fait qu'il y a des propriétés qui sont incompatibles. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, quand tu observes ton machin, tu sais qu'il y a des propriétés qu'il ne peut pas avoir en même temps. Genre tu sais qu'il y a un set de propriétés qui sont compatibles qu'il peut avoir, et puis il y a tout un set de propriétés qui sont incompatibles avec celles qu'il a. Et du coup, en fait, quand tu fais la mesure d'une des propriétés qui est incompatible avec l'autre, tu sais que au minimum, quand tu fais la mesure, il ne peut pas avoir... genre si tu décides de faire soit la mesure de l'une, soit la mesure de l'autre qui est incompatible, tu sais que c'est impossible qu'il ait les deux à l'avance, donc tu sais que tu vas créer un truc ou provoquer une modification en faisant ta mesure, quoi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Elle est très forte. Ouais, ok. Bon, t'as fait un peu plus de 3 minutes, du coup, mais c'était... Sorry. Non, mais... Du coup, je t'ai pris ton papier, comme ça, je peux faire le... Yes. Dans l'ordre. Alice, si jamais je devais expliciter, est-ce que ça veut dire que, par exemple, pour reprendre un exemple plus concret de biologie, si tu vas dans un étang, tu peux mesurer la température et le pH de l'eau, et ça, c'est deux propriétés qui sont compatibles. Tu ne peux pas faire ça quand tu étudies un objet quantique, par exemple. Ouais. Ces deux propriétés-là ne seraient pas compatibles. Enfin, pas celle-là, mais deux autres. Oui, il y a des paires de propriétés qui ne sont pas compatibles. Il y en a plusieurs. Il y en a qui sont compatibles. Donc ça, c'est pour ça que je disais qu'il y a des sets de propriétés compatibles. Des ensembles. On va dire ensemble. C'est du français. Du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. Effectivement. Pardon. Donc effectivement, comment la définition que tu viens de donner, l'explication, elle est en relation avec la physique des particules, qui a été un des thèmes qui a été énoncé? Oui. Non, le Le quatrième. quatrième, c'est la contextualité. Donc c'est le fait... le hasard. Le premier, la discrétude. La discrétude et les propriétés incompatibles. Le premier, discrétude, propriété incompatible, hasard. Ouais. Et alors, la contextualité, donc je n'ai pas expliqué jusqu'au bout, c'est notamment, j'ai expliqué en quoi il n'y avait pas moyen que la mesure va faire quelque chose sur l'objet, mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que quand on veut décrire un objet, on doit toujours le décrire par rapport à un appareil de mesure ou par rapport au contexte dans lequel il est observé ou par rapport au contexte dans lequel il interagit. Quand on dit observer, en fait, on s'en fout que ce soit quelqu'un de conscient qui est en train d'observer. C'est tout à fait la même chose si l'objet il est en train d'entrer en contact avec un caillou. Ça change rien. Ses propriétés, elles vont être relatives au fait que c'est avec un caillou qu'il entre en contact, quoi. Donc c'est le fait qu'on doit toujours prendre le contexte en compte quand on veut décrire ce dont on parle. Ben, ça n'a pas l'air facile, ton truc. Pas facile, ouais. La biologie, c'est bien. Mais c'est pour ça que c'est difficile à expliquer, quoi. Un peu. Ouais, mais je trouve que tu t'en tires bien. Quand on est pour le béotien que je suis, c'est cool. Est-ce qu'il y a des questions? Mais du coup, juste pour revenir un peu plus sur le titre sur les idées reçues. C'est juste, on fait. Vas-y. Ok. Donc, juste pour revenir un petit peu sur l'idée des idées reçues sur la physique quantique, la question que je me pose, c'est, à travers toutes les idées qu'on a données là tout à l'heure, il y en a quand même plusieurs qui ont trait au fait que c'est un petit peu la partie des sciences qui est vachement exploitée par les pseudosciences, par les contenus pseudo-scientifiques. C'est-à-dire, j'ai entendu personnellement ma prof de musique me parler de mécanique quantique, des gens qui vont parler d'énergie ou peut-être de possibilités de voyage. Même mon père, qui est très intéressé par les sciences, était persuadé que c'était la preuve vers le voyage temporel ou la téléportation, ce genre de trucs-là, parce que la mécanique quantique l'a dit. Et j'aurais aimé savoir pourquoi cette partie-là, plutôt qu'une autre en sciences, est autant exploitée et autant source en fait de pseudosciences. Parce qu'elle est
hyper compliqué. Parce qu'en fait, la traduction de la théorie en mots est un truc qui n'est pas encore fait. Pour le moment, donc ça, c'est ce qu'on appelle la traduction on appelle ça l'interprétation, donc la traduction de la théorie mathématique en mots concrets sur c'est quoi ces trucs et qu'est-ce qu'ils ont comme propriété, qu'est-ce qu'ils font. Et des interprétations, il y en a genre 15 différentes, qui ont toutes leurs qualités et leurs défauts, et elles demandent toutes d'abandonner un truc auquel on tient. Et elles apportent toutes des nouvelles choses. Donc en gros, pour le moment, ce qui se passe, c'est que dans la communauté, les gens font des camps. Donc il y en a qui sont des Baumiens, il y en a qui sont des Évrétiens, il y en a qui sont des... je sais pas... alors, attends, je ne retrouve plus. Transactionnant. Bref, donc il y en a plein. Moi, je suis pour l'interprétation relationnelle, si jamais ça vous intéresse, mais je ne suis pas non plus convaincue complètement. J'ai peut-être tort, donc voilà. Après, je pense qu'ici, ça ne va pas ouvrir un grand débat. Non, Enfin, non. C'est un positionnement, je pense, qui Clairement, fera ça va. consensus. Surtout que j'essaye, vu que je connais toutes les autres interprétations, j'essaye de formuler les choses de façon plus ou moins neutre, et comme ça, on ne s'emmerde pas avec des trucs polémiques. On ne sera pas offensé par une non-neutralité, je pense. Je sais pas, peut-être que la personne qui parlait tout à l'heure de spin, de physique des particules et machin, parce que ça, c'est des choses qui sont quand même assez techniques. Du coup, j'en profite pour rebondir là-dessus, enfin, pour continuer là-dessus. Si ça te va. Bah non, c'est ta conf, hein. Enfin, vas-y. Ouais, cool. Oui, c'est vrai, en fait, j'avais oublié. Ok. Et donc, c'était quoi? C'était physique des particules. Ouais. Donc, en fait, d'abord, on a eu la mécanique quantique, donc, qui était une théorie qui explique la façon dont les objets plus petits qu'un atome en général. Ok, donc de manière plus correcte, c'est les objets qui ont les 4 propriétés que je vous ai dit. Donc en gros, les objets qui manifestent ces propriétés bizarres et qui du coup peuvent être décrites avec le formalisme quantique. On peut écrire sous forme mathématique l'état de ces objets. En fait, c'était que pour le moment la matière. Et on a voulu décrire les champs. Donc champs électriques, magnétiques, etc. Ça donnait lieu à une nouvelle théorie. Puis après, on a voulu décrire d'autres interactions. Ça donnait lieu encore à une nouvelle théorie. Et donc, en fait, il y a des extensions comme ça qui feront partie de la grande famille de la physique quantique, mais qui dépassent la première théorie qui était la mécanique quantique et qui sont aussi moins certaines. La physique des particules, c'est quelque chose qui vient de la théorie quantique des champs. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ce que c'est un champ? Un champ, c'est un machin continu. Donc, alors, un champ. C'est avec les crop à la circles base, et tout. C'est ça. Alors, du coup, un champ, c'est un machin continu a priori, mais en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'est granuleux, vu qu'on a quantifié les champs. Donc en fait, je ne sais pas comment dire autrement qu'un champ, c'est un truc qui généralement agit sur les choses. Ça relève plus de l'action, ça relève plus de quelque chose qui influence les objets plutôt que quelque chose qui constitue l'univers. Genre la matière, ça constitue l'univers, les champs, ça fait bouger les trucs. Voilà. Genre tout ce qui est gravité, tout le type de truc, c'est du champ, quoi. Ouais, gravité, c'est du champ, Okay. ça c'est sûr. Mais aussi électromagnétisme, donc c'est des trucs qui vont diriger les objets, même si, en fait, du coup, il y a on peut un petit peu faire que les deux découlent d'un même concept. Et quand tu dis le champ, on est d'accord que c'est pas exactement le même concept quand tu parles d'un champ dans son formalisme mathématique. Tout à fait. C'est une définition particulière et dans sa perception physique. Dans son formalisme mathématique, un champ, c'est une région de l'espace à laquelle une région d'un espace, c'est même pas obligé d'être l'espace 3D qu'on connaît, à laquelle sont associés en chaque point soit une propriété, soit un objet mathématique. Donc par exemple, la température, c'est un champ. En chaque point, il y a une température. Mais sauf qu'en fait, on ne pense pas que ça existe vraiment. Donc quand on parle de champ, là quand je parlais de champ, je parlais de trucs qui existent vraiment. Et du coup, on peut distinguer les champs mathématiques des champs en physique dont on pense que c'est des vrais trucs, quoi. Oui. Voilà. Oublie pas que je pose les questions naïves pour qu'on ait tous le même truc. Ouais. Mais c'est une distinction très importante, ouais. Très intéressante.
Du coup, tu disais, c'est la différence entre ce qui était d'abord matière, après champ, après particule. Interaction. Interaction. Ouais, et donc en fait, la théorie des cordes, dont on a aussi parlé, enfin qui a été aussi mentionnée, c'est une théorie qui essaye d'intégrer pour le coup le champ gravitationnel ou l'espace-temps, et donc qui essaye en fait de faire le lien entre la mécanique quantique, ou plutôt la théorie quantique des champs, et la relativité générale d'Einstein, qui décrit l'espace-temps et la façon dont l'espace-temps va pousser les corps. L'espace-temps, donc l'idée c'est que l'espace-temps c'est un champ, donc c'est vraiment le truc qui va, c'est concret quoi, ça va vraiment tirer sur les corps ou les pousser, voilà, en fait, ou les guider plutôt en fait, parce que c'est un peu des lignes comme ça et les corps ils le suivent, bref. Mais donc oui. Et donc ça, en fait, on a la théorie des cordes qui essaie de faire le lien entre les deux, mais ils sont un peu en train de se casser la gueule. Plus précisément, il y a les supercordes, qui est une partie de la théorie. En fait, le problème, c'est que c'est hyper complexe mathématiquement et qu'il y a des symétries dedans qui font qu'en fait, quand tu observes... quand tu vas aller regarder, ok, est-ce qu'on peut vérifier telle prédiction expérimentale, et que la machine elle te dit non, tu vas dire ah ouais mais c'est parce qu'en fait c'était juste un peu plus loin, c'était juste à une énergie un peu plus élevée, donc il faut qu'on construise une autre machine avec une énergie un peu plus grande pour les vérifier celle-là. Mais tu peux faire ça à l'infini parce que la théorie est symétrique en fait. Et donc c'est une des théories qui sont considérées, qui sont souvent citées comme étant à la limite des pseudosciences, justement parce qu'elle n'est pas réfutable. En l'état. Selon quels critères d'irréfutabilité ? Selon le fait que si expérimentalement, que tu peux designer, tu peux concevoir un test expérimental qui puisse réfuter la théorie. Ok, donc c'est genre hyper popperien dans le. Ouais. Ok. Oui, si tu restes dans des critères popperiens, effectivement, Okay. Bien vu. Je croyais que tu étais censé être le naïf, là. Pardon, j'ai dérapé. Ah non, c'est terrible. Non, parce qu'en fait, je trouve ça méga intéressant et du coup, je suis dans ma conversation. Alors, n'hésitez pas à interrompre, vous avez les micros. Moi, je suis trop hypé par le. Vas-y. Ouais, vous avez 2 micros en plus, donc. Ouais, il y a un micro là juste à côté. Bonjour, moi je suis complètement béotienne, donc c'est très bien. Pour le coup, on a vu qu'au niveau de l'esprit critique, il est important d'avoir un raisonnement. Comment est-ce qu'on peut, justement, en tant que béotien, ne pas croire tout ce qu'on va nous dire au niveau de la physique quantique et réfléchir par nous-mêmes? Je pense que vraiment le truc le plus utile dans la vie d'un sceptique, c'est de savoir qu'est-ce qui est quantique et qu'est-ce qui l'est pas. Parce que dans l'énorme majorité des cas, les gens qui viennent parler d'effets quantiques, ils parlent de trucs qui n'ont rien à voir avec la quantique. Typiquement, il y a une grosse confusion entre ce qui est ondulatoire et ce qui est quantique. Par exemple, l'aromathérapie vibratoire, ou bien même dans l'homéopathie, le fait de dire que la mémoire de l'eau fonctionne par le fait qu'en fait, il y a des ondes il y a des ondes de la molécule qui vont se transmettre à l'eau, qui ensuite vont se transmettre avec notre corps, et nous, notre corps est fait d'ondes, et donc ça va interagir avec, etc. En fait, les ondes, c'est juste la propagation d'une oscillation. Il y en a partout dans la vie. Il y en a sur les lacs, il y en a dans les micro-ondes, il y a des ondes radio, et les ondes radio n'ont rien à voir avec la physique quantique. Et si on fait des tests sur les ondes radio et qu'on essaye de voir des effets quantiques dessus, donc des 4 points que je vous ai parlé, on ne va pas pouvoir discrétiser les ondes radio. On va devoir attendre, je sais pas moi, 1000 ans. Enfin, la probabilité pour qu'on observe des caractères discrets dans les ondes radio est extrêmement faible. On va attendre 1000 ans en regardant l'expérience comme ça avant de pouvoir voir des effets. Et donc, ouais, il y a plein d'ondes qui ne sont pas du tout en rapport avec la physique quantique. Et justement, parmi les ondes, celles qui ont un rapport, ça va se manifester par le fait d'avoir un caractère discret plutôt. Et plus précisément, tu réalises le truc. En fait, donc je vais préciser comme ça, c'est peut-être plus simple, c'est qu'en fait, dans tous les objets quantiques, il y a effectivement un caractère ondulatoire qui est présent pendant qu'il y a une propagation. Donc quand les objets, par exemple, je vais prendre 2 exemples d'objets quantiques, la lumière et les électrons. Donc
Je ne sais pas si les électrons, ça vous parle, c'est bon. Ok. Ces deux trucs-là, dans les électrons, on le trouve ça dans les atomes. Hein. Dans les atomes, il y a des noyaux qui sont faits de protons et de neutrons, et autour, il y a des électrons. Et donc, électrons, protons, quand ils vont se propager, par exemple des électrons qui vont être éjectés d'un atome, ils vont se propager après dans l'espace. Ils vont se propager sous forme de continu qui ondule. Alors, pardon, ceci est une interprétation. Donc, il y a d'autres façons de parler des électrons, des trucs, mais en tout cas, tant qu'on parle de propagation, il y a un aspect ondulatoire. Peu importe que ce soit effectivement un continu qui se propage ou que ce soit quelque chose d'assez abstrait ou de plus, de moins... Enfin voilà quoi. Donc il y a d'autres possibilités, mais en tout cas l'aspect ondulatoire est là quand on se propage. Et par contre, dès qu'il va y avoir interaction avec la matière, on va perdre cet aspect ondulatoire. Et là, on va avoir un caractère discret qui va se manifester. Donc ça veut dire que quand votre médecin homéopathe vous dit que c'est parce qu'il y a des ondes de la molécule que vous prenez qui vont interagir avec vos ondes, si elles interagissent, ce ne sera pas en tant qu'onde, quoi. Donc, je pense que ce qui est utile, c'est déjà virer tous les gens qui vous disent onde égale quantique. C'est pas du tout un critère, ça a très peu de recoupement au final. Et après, il y a aussi un autre truc vraiment très présent qui est subjectif égale quantique. Genre les coachs de vie qui disent vous pouvez changer votre vie parce que la physique quantique a montré que l'observation change la réalité et donc on peut, en décidant d'observer le monde différemment, changer notre réalité. En fait, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, ça n'a rien à voir avec la subjectivité. Ce qui se passe quand on observe un corps et que en fait, ça change son état, c'est juste la contextualité. C'est le fait que quand on observe un corps, on est là, on est en train de le regarder, donc on change le contexte dans lequel il se trouve et du coup, il a d'autres propriétés. Mais donc, que nous, on soit un caillou ou un humain, ça ne change rien. Il n'y a pas besoin d'une conscience, il n'y a pas besoin d'une volonté. C'est juste... et donc, c'est... si jamais on peut changer la réalité par notre esprit, c'est pas par la physique quantique, quoi. C'est pas lié. Ça ne tient pas au fait sur l'homéopathie, par exemple, qu'on considère que... Enfin, nous, en tant qu'humains, société humaine, on utilise les ondes pour propager de l'information. Puis donc, du coup, par analogie, on va se dire que les ondes dans le modèle quantique contiennent aussi de l'information, puis c'est ça, du coup, qui est transmis. Mais bon, sauf qu'en fait, l'information... Enfin, je ne sais pas si ça fait sens ou pas, en fait, de parler d'information contenue dans une onde dans le modèle quantique. Pas du tout. Enfin, Oui, tout à fait. En fait, l'information, ça a un sens très général qui fait que tout contient de l'information, finalement. En fait, la façon dont on définit l'information... il y a une définition stricte de l'information, mais en gros, si on veut le dire de façon compréhensible pour tout le monde, l'information, c'est juste une propriété. Les gens de la théorie de l'information, ils vont dire « Ouais, elle a réduit mon champ de recherche, elle nous essentialise. » C'est juste pour te troller un peu. Mais Non, mais c'est fort. Je suis sûre que je connais pas du tout. Non, en fait, je sais qu'il y a plein de trucs en théorie de l'information qui sont hyper intéressants, mais moi, j'y pige pas trop grand-chose, donc ouais. En gros, la façon dont ça va se manifester dans mon boulot, c'est la transmission d'informations, c'est la transmission d'une propriété, quoi. Ok. Et donc, en fait, si tu dis l'homéopathie transmet des propriétés, oui, évidemment. Enfin, et quoi? Tu vois, dès que tu dis il y a une transmission d'informations, ce qui compte, c'est le contenu de ce dont tu es en train de parler. C'est pas, de l'information, il y en a partout, quoi. C'est là où je voulais en venir, dans le sens où on considère que dans l'homéopathie, ça va transmettre la propriété thérapeutique du composé qui a été dilué une chier de fois, et c'était ce type d'information-là dont je faisais mention avant. Je pense qu'on n'était pas raccord sur le terme information, mais c'était ça que j'avais en tête. Ouais. Ok, oui, à ce moment-là, c'est plus une question de est-ce qu'on peut effectivement caractériser une propriété thérapeutique? Alors, personnellement, je ne suis pas médecin, mais je pense que une propriété thérapeutique ne peut pas être réduite à quelque chose qui est porté par une molécule. Enfin, c'est quelque chose qui relève de la physiologie, qui est hyper complexe, qui a des interactions avec des trucs qu'on ne voudrait pas que ça ait des interactions avec dans le corps, et puis après, il va y avoir plein de trucs liés aussi à la psychologie du patient, à la façon dont c'est administré. En fait, c'est très réducteur de dire que c'est
cette molécule qui va te soigner, alors que, en fait, finalement, c'est tout un énorme système, et en fait, en grande partie, finalement, c'est le fonctionnement de ton corps qui va te soigner, et la molécule, elle va agir à un endroit du fonctionnement de ton corps, et ça va modifier un tout petit peu la mécanique générale ou quoi, et alors le contexte médical va aussi agir sur le fonctionnement de ton corps, mais... Il me semble que dans l'homéopathie, si je dis pas de bêtises, au départ, ça marchait bien parce que les hôpitaux homéopathes avaient une tradition hygiéniste où ils nettoyaient vraiment une chier, enfin beaucoup plus que les autres hôpitaux. Oh, le Suisse. Pardon, je suis expatrié. Et c'est pour ça qu'ils avaient aussi un meilleur taux de survie, il me semble, donc à vérifier. Au pire, si c'est une bêtise, on mettra dans les commentaires du replay la source, mais il me semble que c'était ça le rationnel aussi. Comme ils étaient hygiénistes, beaucoup axés sur la désinfection, le lavage, etc., il y avait aussi moins d'infections nosocomiales à l'hôpital et un meilleur taux de survie par rapport à la médecine dite conventionnelle, enfin, qui ne s'appelait pas médecine conventionnelle à l'époque. Mais... Maintenant, on doit dire biomédecine, je pense. La médecine basée sur la biologie. Moi, tout ça, ça me dépasse. Ok, donc sur l'homéopathie, je pense qu'on a traité, ça répond à la question plus ou moins. Ouais. Ok. S'il y a une mémoire de l'eau, elle n'est pas quantique. Alors, nouvelle loi de la physique, bon, ça c'est assez clair, hein, c'est des choses tout à fait nouvelles et tout à fait surprenantes qu'on observe. Infinitésimalement petit, c'est justement pas le cas pour le coup, puisque l'idée c'est de dire on va tomber sur des petits grains, quoi. On va tomber sur des grains de matière, on va tomber sur des grains de rayonnement, sur des grains de champ, sur des grains d'interaction, même peut-être sur des grains d'espace. Ouais, ça c'est en cours par contre. Ça c'est la théorie alternative, enfin une des grosses théories alternatives à la théorie des cordes, c'est la théorie de la gravitation quantique à boucle. Et ça, l'idée, c'est de dire on va aussi discrétiser l'espace-temps. Donc l'espace-temps aussi serait fait de petits grains, des petits grains accolés les uns aux autres. Et donc à un moment, il n'y aurait plus moyen de couper plus petit, quoi. Ou d'avoir des déplacements plus petits que ces petits grains, en fait. Mais du coup, en fait, on voit que c'est un champ qui est genre gavé. Ah, tu voulais poser une question ? Oui. Vas-y. Je voudrais savoir si tu es familière avec Jean Guéral. Pas du tout. Pas du tout. Sauf que tu me places le contexte. Ouais, je vais essayer. Donc, il est ingénieur mathématicien de formation et c'est paradoxalement, je vais le lire, c'est paradoxalement au CERN qu'il s'est initié à la fois à la physique quantique et à la spiritualité. Donc, passionné depuis toujours de philosophie, etc. Et depuis quelques années, il partage donc sur des plateformes diverses une biologie humaine en parlant de physique quantique, de chakra, même si c'est, je pense, le plus raisonné, je dirais, dans tout ce qu'on peut trouver. Et donc, c'est pour ça. Je voulais savoir si tu connaissais, si tu avais un avis, parce qu'il se présente quand même en tant que scientifique, donc je trouve ça intéressant. Alors, je ne connais pas, par contre, j'ai un avis qui vient d'une perspective historique. Alors, il y a un truc qu'on pense quand on pense aux physiciens qui ont créé la théorie quantique, c'est que c'était des mecs super carrés, vraiment uniquement scientifiques, très rationalistes, etc. En fait, il y en avait plein qui étaient très axés sur des trucs un peu New Age à côté. Et notamment Niels Bohr. Il était un peu dans l'ésotérisme, il aimait beaucoup ça. Et alors, il a même érigé un des principes qu'il a introduit dans la théorie en principe de vie. Il avait écrit à l'intérieur de sa veste et tout. Il pensait tout dans cette idée de principe-là. Et c'était un truc genre compatibilité de propriétés contradictoires. Et donc, ça fait un lien avec dans la vie. Il faut accepter la contradiction. Je sais plus quoi. Bref, il a fait tout un truc complètement... Enfin voilà, donc ils étaient dans ce truc-là. Schrödinger... j'ai fait mon mémoire dessus, je ne pensais pas qu'il était aussi... bref. Non, on dénonce ce soir, on dénonce, on n'a pas peur des mots. Il est très mignon et tout, hein, mais il y a des trucs vraiment... il a lu énormément... En fait, il y a aussi un truc, c'est qu'il a fait la guerre, la Première Guerre mondiale, et pendant qu'il était dans les tranchées, il faisait de la physique quantique, et en même temps, il lisait les textes ayurvédiques, donc, qui sont des textes de... spiritualité hindoue. Et il lisait Schopenhauer, qui est un philosophe qui s'est énormément inspiré de ça aussi pour sa philosophie, qui est en fait aussi une philosophie qui est basée sur l'idée que tout est continu, tout est un,
Et les humains aussi, en fait, nos esprits, on a l'impression qu'ils sont séparés, mais en fait, ils font partie d'un tout qui est un esprit unique. C'est lié à l'idée de nirvana. Et donc Schrödinger est totalement là-dedans. Et il est tout à fait inspiré par ça dans sa recherche. Parce que clairement, Schrödinger, il est plutôt partisan d'un retour au continu. C'est lui qui a introduit tous les éléments continus dans la théorie. C'est lui qui a introduit l'équation qui décrit la propagation, justement, sous forme d'onde, donc qui porte son nom, c'est l'équation de Schrödinger. Bref, c'est des éléments qui leur sont utiles pour l'inspiration des principes qu'ils veulent mettre dans la théorie, mais par contre qui ne sont pas utiles pour la vérification. Et ça, c'est un truc hyper important. Et je remercie Dominique Lambert, qui est mon directeur de thèse, et qui a fait une conférence pour le comité para il y a 1 an, je crois, bref, et qui a fait une conférence sur la compatibilité entre religion et science, où en fait il expliquait qu'il y a pas mal d'exemples où on peut voir que la religion peut être une inspiration. Et par exemple, lui, il parlait de Lemaître, qui est un des physiciens qui a... C'est le physicien qui a en gros inventé le Big Bang, avant que l'idée soit connue. Inventé quoi ? Le Big Bang. Le Big Bang. Le Big Bang, c'est ça, j'étais là. C'est une théorie que je connais pas. Écoutez les gens, ça vient de l'anglais. Il y a un A et un N, ça se prononce pas en. Hein. Bref, je suis belge. Et donc... et en fait, il y avait cette idée dans la Bible de la lumière fut. Donc à un moment, il y a la lumière ça a commencé par de la lumière. Et effectivement, il y a cette idée qui est maintenant assez acceptée en cosmologie en fait, ça fait consensus qu'il y a eu un moment où la lumière a commencé à se diffuser, parce qu'avant ça, elle était bloquée par la matière qui était trop chaotique et c'était trop le bordel, donc elle était tout le temps absorbée, donc elle ne pouvait pas se diffuser. Et il y a un moment, paf, ça s'est devenu suffisamment froid pour que la lumière puisse passer. Et donc cette idée de la lumière fut, elle a inspiré c'est ça évidemment, mais le truc c'est qu'une fois qu'on a une idée, on la teste, et c'est la façon dont on la teste qui va faire toute la scientificité des choses. Et donc c'est tout à fait possible d'être quelqu'un qui est très spirituel dans la vie, qui s'en inspire pour sa science, et qui après est très rigoureux dans les tests et dans la mise à l'épreuve des hypothèses et des idées qu'il a. Et donc, par rapport à cette personne, il me semble que s'il continue de parler des deux à la fois, ça montre qu'il y a un manque de séparation entre ces deux démarches, quoi. Il essaie de démontrer, bon, c'est encore pire. Essayer de démontrer en science, c'est en général pas bon signe. On teste, mais essayer de démontrer, c'est déjà un parti pris qui est pas fabuleux, quoi. Ouais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tout en gardant justement comment user de son esprit critique quand il y a beaucoup de scientifiques comme Grothendieck aussi, qui était un mathématicien. Grothendieck. Merci Grothendieck, merci de la correction. Qui a aussi ses propres expériences. Pourquoi, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on met de côté ça, puisque ça démontre qu'ils ont quand même qui sont peut-être neuroatypiques ou qu'ils ont un schéma neuronal qui est différent d'autrui. L'inspiration, il y a des liens en fait qu'on met de côté, et pour moi, on n'est pas curieux de l'ensemble en fait. Pour réfuter en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on met juste sous le tapis et on dit c'est de l'inspiration. Parce qu'en fait, l'inspiration, d'où vient l'inspiration, c'est intéressant pour l'histoire des sciences, mais c'est pas intéressant pour la science elle-même. La science elle-même, elle essaye d'écrémer tout ce qui vient du particulier, et elle essaye de garder que ce qui est général. Donc en fait, tout ce qui vient de la personne qui a introduit les choses, c'est justement des trucs qu'on doit écrémer et qu'on doit filtrer. Toute l'idée de la démarche scientifique, c'est de dire, OK, on sait qu'on a des biais, on sait qu'on est des sujets qui avons des passions, qui avons des sources d'inspiration et qui avons des envies de gloire, mais on doit se trouver des moyens de se débarrasser de ça. Et donc, ça va être les tests en double aveugle, ça va être le fait de travailler en communauté et pas en individu, ça va être le fait de confronter les points de vue divergents. Enfin, je sais pas moi. Enfin, en fait, l'ensemble, il me semble que l'ensemble de l'entreprise scientifique, c'est justement ça, quoi. C'est se débarrasser le plus possible. Et donc, en fait, je trouve ça plutôt sain d'oublier ce genre de truc. Bon, après, c'est toujours cool de savoir
pour des raisons psychologiques, de comprendre les choses et tout ça, et donc de faire un peu d'histoire des sciences, histoire des découvertes et tout ça. C'est vrai qu'on peut être quelqu'un de complètement atypique et de faire de la très bonne science, et d'être quelqu'un de brillant et de faire une étude de merde. Enfin, les deux sont différenciés. Puis un truc qu'on a vu qui illustre bien ça, c'est chez les platistes, qui ont fait un documentaire il n'y a pas longtemps où ils essayaient de montrer que la Terre était plate. Donc ils ont fait vraiment un protocole rigoureux, vraiment hyper bien carré, en se disant, bon, si on a ce résultat-là, ça veut dire que la Terre n'est pas plate. Putain, merde, ils arrivent à leur résultat, la Terre est pas plate, ils se disent, bon, nos instruments, ils étaient pas bons, je pense. Donc la démarche est bonne, mais ils restent parasités par leur vécu, quoi. Du coup, parce qu'il est 52, et une question esprit critique quantique, tu voulais poser une question? Oui, mais je regardais d'abord s'il n'y avait pas d'autres gens, parce que comme j'ai déjà parlé, je veux laisser la parole à d'autres gens. Non, ok. Non. Je suis désolé, je sais, mais je pense que ça peut être confusionnant pour d'autres personnes. Tout à l'heure, tu as parlé d'infinitésimalement petit et tu dis ça va pas. Mais pourtant, à part des exceptions comme les lasers, la plupart des objets quantiques, c'est des objets plus petits qu'un atome. Donc c'est quand même l'infiniment petit, ça rentre quand même pas mal dans la définition que ça. Ah oui, je suis tout à fait désolée de m'être mal exprimée. Ce que je voulais dire, ce sur quoi j'ai dit non, c'était sur l'infinitésimalement. C'était pas sur le petit. Effectivement, c'est des objets qui sont très très petits. Alors, ceci dit, c'est une idée reçue de penser que c'est que des objets petits. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé du laser. Très bon exemple. Un laser, c'est gros et c'est quantique. Enfin, un laser, c'est long et ça peut faire plusieurs kilomètres et c'est quantique. Bref, j'ai des images en tête. Bon, c'est pas grave. Et donc, oui. Alors, il y a un truc très important, justement, dont j'ai envie de parler maintenant, et c'est un rapport. C'est la décohérence. La décohérence, c'est un truc que je ne comprends pas totalement, que je ne sais pas s'il y a qui que ce soit qui comprend totalement, mais c'est un phénomène mathématique et expérimental qui fait que, en fait, les objets, quand on les laisse interagir, ils vont perdre leurs propriétés quantiques. Ils vont perdre ces aspects étranges et on ne va plus pouvoir les observer. Et en fait, c'est pour ça que dans la vie de tous les jours, quand on regarde des tables, on ne voit pas qu'elles sont discrètes, on a l'impression qu'elles sont continues. On voit qu'elles sont à un endroit et elles peuvent bouger et être à un endroit en même temps. Et que voilà, enfin, elles sont pas toutes ces bizarreries. Et en fait, donc ça veut dire qu'il y a un moment où ces aspects disparaissent entre les composants de la table et la table qu'on observe. Et c'est pareil pour les trucs qui se déplacent. Enfin bon, oui, je sais pas où je pars avec cette phrase en fait, mais ouais, voilà, c'est tout. Donc en fait, c'est ce phénomène en fait, désolé, ce phénomène qui s'appelle la décohérence. On ne le décrit, alors, on le décrit très bien mathématiquement. Ce que ça veut dire sur l'univers, enfin sur concrètement les objets, de nouveau, c'est une question d'interprétation, donc c'est le bordel. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les comportements quantiques sont pas quelque chose qui vont jouer dans votre vie de tous les jours, en fait. C'est des trucs, pour qu'un humain soit quantique, jamais on a observé ça de façon statistiquement valide, jamais on a calculé ça. Que quelqu'un m'écrive l'état quantique d'un humain, si quelqu'un arrive à faire ça, je suis heureuse, mais d'une force. T'imagines l'état quantique de Tal Shaler, ça peut être un... Non. De quoi? Tal Shaler, vraiment, c'est un pote à Deepak Chopra. Je sais, oui, je pense qu'ils se connaissent, oui, effectivement. Mais ce qui du coup amène sur le comment on fait nous en tant que sceptiques, enfin gens qui essaient d'appliquer l'esprit critique et le scepticisme, comment on fait pour répondre à des gens qui viennent nous asséner de théorie quantique en disant t'inquiète frère, ça c'est quantique, crois-moi ça marche. Comment on peut s'opposer à ça, pas forcément pour déconstruire leur discours, mais pour la personne qui l'émet, mais pour les personnes qui écoutent en fait. Comment on peut faire pour quel argument on peut opposer, parce qu'on voit que tout ce que tu exposes c'est infiniment complexe. Et ce qui est émis par les gens qui prônent le tout quantique et qui expliquent tout l'univers, c'est hyper simple, c'est genre t'inquiète c'est quantique, ok, sauf que pour dire non en fait c'est pas ça, ça prend 4 heures, quoi. Donc comment nous on peut faire pour essayer de contrebalancer ce discours qu'on reçoit en face de gens qui prennent des thérapies alternatives à base de quantique, qui vendent des patchs, qui promeuvent ce genre de trucs. Il y a peut-être quelqu'un qui a une réponse dans la salle? Non, c'était pas une réponse pour ça?
Oui, j'aimerais bien savoir, dans la recherche de la physique quantique, qu'est-ce qu'on peut quantifier comme étant de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée? Peut-être que ça déjà permet d'aiguiller vers ce qu'on arrive à faire avec. Est-ce que... Ok, alors je suis désolée, mais comme c'est une question différente, du coup, je vais d'abord répondre à ça, parce que sinon, ça va me perturber. Mais du coup, je pense que le truc de séparer les ondes et la quantique, c'est un premier truc, et le truc de la décohérence, c'est quand même assez fort. En général, même si c'est pas hyper correct, parce que c'est un peu genre show-off sur un truc qu'on comprend pas complètement non plus. Si quelqu'un vient dire c'est quantique et que toi tu lui dis non, en fait il y a un phénomène quantique qui s'appelle la décohérence et qui fait que c'est impossible qu'un humain subisse encore des effets quantiques, la personne elle sait plus rien dire en face, quoi. Ou alors tu lui dis montre-moi toi que c'est quantique, comment tu le sais, et donc c'est lui mettre la charge de la preuve dessus, et puis si la personne elle sort 2-3 termes techniques, là tu sors la décohérence et tu vois comment ils réagissent. Parce que la décohérence, c'est vraiment le Joker, quoi. C'est mais même si même si encore une fois, c'est pas tout à fait rigoureux parce que c'est un phénomène qui est plus statistique et qui est plus et qu'on sait pas exactement quand ça se produit, la perte des trucs quantiques. On sait que là, il y en a plus, quoi. Oui, et donc recherche théorique, recherche appliquée. Donc recherche appliquée, c'est tout ce qui va être ordinateur quantique, composants. On va exploiter les qualités des corps quantiques pour produire. On va exploiter ces effets de façon utile, notamment pour la conductivité. Il y a des effets qui peuvent se transmettre à grande échelle dans certains matériaux qu'on va designer spécialement pour ça, et qui vont permettre que les électrons se propagent plus vite à travers un milieu, ce qu'on appelle la superconductivité. Et il y a des effets aussi il y a des effets de superfluidité aussi, par exemple, qui sont assez rigolos. Je ne crois pas qu'il y ait d'application jusqu'ici, mais en gros, c'est l'idée que on peut propager dans certains liquides, surtout quand ils sont très refroidis, des effets. On peut les garder, les effets quantiques, quoi. Donc, quand je vous parle de garder les effets quantiques, c'est pour vous montrer à quel point c'est dur et chiant à garder, en fait. La plupart du temps, ils essayent de les conserver, mais ça ne veut pas. Donc vraiment, la nature, elle casse les effets quantiques, quoi. Ça ne les garde pas. Il faut vraiment y aller pour les garder. Bref. Et donc ça, c'est des fluides qui n'ont pas de viscosité. Et donc, ils vont avoir tendance à sortir tout seuls des récipients où ils sont, où il va y avoir des effets rigolos comme ça. Et par contre, la recherche fondamentale en physique quantique, ça va être les domaines de recherche actuels, c'est le lien avec la gravitation, ça c'est hyper actif, et les fondements. Donc les fondements de la physique quantique, c'est le fait de se demander de quoi on parle, quoi. L'interprétation, qu'est-ce que c'est? Comment? Attends, c'était quoi? C'était pas ça la question? C'était le rapport de proportion qu'il pouvait y avoir. Ah, le rapport de proportion entre les deux. Ouf, là c'est comme dans n'importe quel domaine. La partie de théorie, donc de recherche fondamentale, est minuscule par rapport à la partie d'application. Ça, c'est clair. Ouais, en plus, mais ça, c'est une question. On vit dans un monde capitaliste, quoi. Les trucs qui permettent juste de comprendre des nouvelles choses et qui après vont servir à rien. Les gens ne veulent pas donner des sous pour ça. Si, on a quand même pas mal de sous, hein, on n'a pas à se plaindre. Il y a des domaines qui ont beaucoup moins de sous que ça. Genre l'anthropologie, je sais pas. Du coup, il est 20h. Je ne sais pas s'il y a une conf après, mais je pense que pour la régie, du coup, il y a une conf après ou pas? Non, ici, dans cette salle-là. C'est pour savoir aussi, parce que du coup, toi, si tu as fini, on te libère maintenant. Puis si les gens veulent continuer la discussion, on fait là, quoi. Non, j'avais pas de slide. J'avais préparé un article auquel il n'y avait pas d'inspiration dans la salle, mais comme on avait plein de trucs à discuter déjà, c'est cool. Donc, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais je pense qu'on va clôturer la session. Merci de m'avoir écouté. Merci pour vos questions, c'était super cool.
Et si vous êtes face à des problèmes particuliers, avec des gens en particulier, n'hésitez pas à contacter le comité para. Moi, je suis au comité para en Belgique. Notre email est sur le site. Et voilà. Sur la chaîne YouTube Scepticisme Scientifique, elle a donné une conférence aussi. Donc, petite annonce d'autopub. Il y a 2 conférences spécifiquement par rapport aux dérives sur la chaîne YouTube de Scepticisme Scientifique. Ça s'appelle non, vos chakras ne sont pas quantiques. Et la 2, c'est les photons rougissent-ils lorsqu'ils tombent amoureux. Et sinon, il y a aussi un cours en ligne que j'ai donné pour expliquer d'introduction à la physique quantique de 6 qui est super séances. bien. Là, je fais client témoin, il est super bien. Enfin, client non, c'est gratuit, librement accessible. Et C'est gratuit. C'est un super truc. Voilà. Et bon, fini. Oui, pardon, l'Université populaire de Marseille sur YouTube. Et Sciences Étonnantes a aussi fait 2-3 vidéos pour expliquer sur ça. Alors, pour l'enregistrement, regardez les vidéos de Sciences Étonnantes, elles sont incroyables. Ce type explique d'une manière hyper claire des trucs, et chaque fois qu'il trouve des manières d'expliquer, des manières de formuler ou de représenter les choses, je me dis, mais c'est formidable, j'aurais dû y penser, c'est splendide, quoi. Donc oui, vraiment, c'est incroyable. Mais par contre, il ne fait pas que ça, il fait aussi d'autres... tout est très intéressant, de toute façon. Merci, bonne soirée.